L'époque du bronze moyen. Nous avons vu dans les chapitres précédents l'importance de la datation par les poteries. Et quand on va faire un tableau synoptique d'une époque, ce qui est notre but, parce que nous ne faisons pas, nous, comment dirais-je, une fouille précise à un endroit. On essaie d'avoir une vision globale du pays d'Israël tel que justement l'archéologie nous le présente. Donc on est obligé de prendre tous les résultats des fouilles et les comparer ensemble et essayer d'établir des rapports et des corrélations entre les différentes fouilles qui sont faites dans différents endroits. L'époque du bronze ancien est la première période véritablement historique en archéologie. Elle correspond grosso modo avec les 5 premières dynasties égyptiennes, c'est-à-dire justement ce que l'on appelle l'Ancien Empire. À cette période-là, alors que dans la période précédente, il y avait peu de sites archéologiques d'importance, on commence à trouver donc des vestiges de traces de cette période, sinon dans tous les sites importants du pays, du moins dans la plupart d'entre eux. Par conséquent, un premier travail consiste à inventorier et répertorier toutes les poteries. Les poteries, nous avons vu, suivent une tradition qui est quand même, je dirais, uniforme dans une certaine région, dans le pays tout entier, ou parfois, justement, dans plusieurs pays, simultanément. Et en classant ces poteries, on peut avoir une idée approximative de ce qu'ont été les différentes cultures dans cette période du Bronze Ancien, période qui va donc de 3100, 3200 avant Jésus-Christ jusqu'à 2000 à peu près, quoi, donc quand même une période relativement importante. Bien, repartons, si vous voulez, de l'endroit où nous avons laissé nos fouilles précédentes, c'est-à-dire Jéricho. Jéricho, où nous trouvons 4 couches qui appartiennent à l'époque du Bronze Ancien. Les couches 7 à 3. Ce qui veut dire que Jéricho a été la ville qui a été la plus peuplée à cette période du Bronze Ancien. On retrouve des murailles de cette période. Certaines parties de ces murailles du Bronze Ancien ont récupéré et intégré les murailles de l'époque néolithique. Ce qui est souvent le cas, d'ailleurs ça complique considérablement les fouilles, et ça c'est très très compréhensible bien sûr. À partir du moment où quelqu'un réoccupe un site qui a été ravagé quelques siècles, ou ici des millénaires même auparavant, s'il y a des parties de murailles qui sont encore valables, qui sont encore... on aurait tort évidemment de les reconstruire ailleurs. Donc on les restaure. On voit que Néhémie a fait exactement ça quand il est revenu à Jérusalem. Il n'a pas partout reconstruit des murailles nouvelles, mais il s'est efforcé de reconstruire, de restaurer les murailles de l'époque précédente qui avaient été donc détruites par les Babyloniens. Les gens de Jéricho de l'époque du Bronze Ancien ont fait exactement le même travail en ce qui concerne justement les murailles de l'époque néolithique. Maintenant, ce qui est très intéressant à Jéricho, c'est qu'on trouve au nord du Tel, il s'appelle Tel es-Sultan en arabe, un important cimetière. Et dans les cimetières de l'époque ancienne, c'est toujours une aubaine quand on trouve des tombes en archéologie, parce que c'était la coutume d'offrir, aujourd'hui on offre des fleurs aux morts. C'est pour les archéologues qui viendront après nous, c'est un peu embêtant parce que les fleurs ça disparaît. Tandis que à l'époque ancienne, on offrait des offrandes dans des poteries. Voire on enterrait le mort avec ses armes, ses bijoux si c'était une femme. Mais en tout cas, on offrait toujours, n'est-ce pas, des objets de la vie courante aux morts. Tant et si bien justement que l'essentiel des poteries
on les trouve justement dans des tombeaux. Et c'est le cas donc ici à Jéricho. On trouve des poteries extrêmement importantes au point de vue de la datation de l'âge du bronze. Et on a des poteries qui sont encore des poteries plus ou moins grossières, qui sont manifestement la continuation des poteries de l'époque néolithique et qui sont faites sans l'usage du tour. Le tour de potier ne semble pas avoir été connu encore à cette période-là à Jéricho. Donc ici, on a des poteries tout à fait typiques, tout à fait caractéristiques de Jéricho, qui sont donc, bon, je ne vais pas vous les... C'est fastidieux de vous le... ça, c'est pour les spécialistes, je passe rapidement. Deuxième type de poterie, c'est à Jérusalem. Jérusalem, la partie de ce qu'on appelle la cité de David, l'Ophel, qui se trouve au sud du temple, pour ceux qui connaissent, de l'esplanade du temple actuel. Et en fait, les archéologues cherchaient des vestiges de l'époque de David et de Salomon, notamment, justement, on fouillait à cette époque, au 19e et au 20e jusque dans les années 60, Miskagnon, on fouillait la région de la fontaine de Gihon, qui se trouve à l'est de la place, pour essayer justement de résoudre toujours ce qui a été le problème numéro 1 de Jérusalem tout au long de son histoire, le problème d'approvisionnement en eau. Vous savez que Sion en hébreu, ça vient du mot tsiya, qui signifie sécheresse. Le site de Jérusalem est un site particulièrement sec et désolé. Et ce qui permet l'établissement de la ville à cet endroit, c'est l'unique source justement de Gihon. Et par conséquent, cette source de Gihon a été exploitée à différentes époques. On a, à partir de la creusée des canalisations, des tunnels souterrains, bon, tout un ensemble, depuis l'époque les plus reculées jusqu'à au moins l'époque de la fin du premier temple, éventuellement même après. Mais disons que ça a toujours été un des problèmes qui a passionné les archéologues. Il y a tout un système d'adduction d'eau creusé dans cette partie de la ville de Jérusalem qui est extrêmement important. Et donc, alors qu'on recherchait justement le système d'adduction d'eau de l'époque davidique, on a trouvé un type de céramique inconnu jusqu'alors dans une tombe aussi, qu'on appelait la tombe de l'Ophel III. Et ce type de poterie, donc, on a trouvé un type de poterie qu'on ne connaissait pas jusqu'alors, que l'on a appelé band painted, parce que c'est une poterie sur laquelle il y a des bandes qui sont peintes à la peinture noire. Et ça, c'est donc typique, justement, de Jérusalem, de cette période-là, de cette période du Bronze Ancien. Troisième site important de l'époque qui nous intéresse, c'est Et-Tel, en deux mots. E-T, plus loin, T-E, T-E-2-L. Et-Tel, ça veut dire en arabe la ruine. Et c'est la raison pour laquelle, dès les années 30 du siècle dernier, une archéologue juive française, Madame Marquette Cross, a identifié ce site d'Et-Tel avec la haie biblique, située à quelques distances de Bethel. Pour une bonne et simple raison, c'est que le mot haie en hébreu signifie la ruine. Et en arabe, Et-Tel signifie la ruine. Et nous avons vu justement, quand nous avons parlé de l'onomastique, c'est-à-dire de la science d'identification des sites, à partir que l'on utilisait justement souvent le nom arabe de la ville pour essayer justement de le rapprocher avec des noms anciens. Et souvent justement les Arabes ont traduit dans leur langue la désignation de la ville ancienne. Par exemple, autre cas, Tel el-Kadi, la colline du juge, qui se trouve être la ville biblique de Dan, Dan signifiant le juge, Tel el-Kadi, donc la colline du juge, Et-Tel, la ruine, Haï, la Haï biblique. Bon, ce d'autant justement que l'emplacement géographique de ce site correspondait exactement avec ce que la Bible nous dit justement d'Haï, qui se trouvait à quelques distances de Bethel. Là, justement, Madame Marquette Cross a mené jusqu'à sa mort, prématurée hélas, en 1934, des fouilles extrêmement importantes et des sondages aussi. Et alors, justement, on aura l'occasion d'y revenir, ce qui a été
assez décevant, c'est que l'on a trouvé donc de la céramique qui date du 16e, 15e siècle, mais on n'en a pas trouvé après. Alors ça pose un problème au point de vue justement de l'interprétation du texte biblique, parce que ça pourrait signifier que la ville de Haï n'était pas habitée à l'époque biblique, ce qui ne correspond pas évidemment avec le texte biblique. Bon, il y a des explications là-dessus, on aura l'occasion d'y revenir. Il y a une explication qui montre que la ville était bien habitée. Bon, mais enfin voilà, donc ici il y avait un problème. Mais finalement, ce qui a été... on trouve par exemple de la céramique, et il y a eu un petit établissement, pour vous dire, pour ne pas vous laisser faux sur votre faim, pour pas que vous fassiez des cauchemars cette nuit, je vais quand même vous donner la clé du mystère. Il y avait quand même un petit établissement aux environs du XIIIe siècle, donc à l'époque de Josué. Bon, comme la Bible nous dit que de toute façon Haï était une petite ville, ça correspond à peu près à ce que la Bible nous dit, donc il n'y a pas de problème. Mais disons, Madame Urquette-Cross, elle a jeté un gros pavé dans la mare à cette époque-là, quand elle a dit il n'y a pas de ville de l'époque biblique à Haï. Par contre, elle a trouvé alors là un type de poterie tout à fait important, qu'elle a appelé Greenwatch and Bent Slip. Tout ça, c'est des terminologies anglaises, bien entendu. Et cette poterie est aussi une poterie qui ressemble à celle de Jéricho, qui, comme celle de Jéricho, est faite à la main, donc sans tour. Quatrième site, le site de Megiddo. Alors le site de Megiddo, c'est le site essentiel finalement de l'archéologie d'Israël. Megiddo est situé au débouché du Wadi Hara, c'est-à-dire de la passe qui part depuis la mer et qui aboutit dans la plaine d'Israël, entre d'un côté les montagnes de Samarie à l'est et à l'ouest le massif du Carmel. Donc c'est un défilé extrêmement étroit, donc facile à bloquer militairement, qui, pour cette raison, qui contrôle justement une des grandes routes internationales de l'Antiquité. Donc c'est un passage stratégique extrêmement important. Et c'est la raison pour laquelle, depuis la plus haute Antiquité, tous ceux qui ont habité cette région ont cherché à contrôler l'entrée justement de cette passe, du Wadi Hara. Et pour cette raison a été construite la ville de Megiddo, au débouché du Wadi Hara, dans la plaine d'Israël. Ce qui veut dire que cette ville a été mêlée à toutes les vicissitudes qui ont marqué l'histoire d'Israël. Pour parler autrement, elle a été habitée à toutes les époques historiques. Elle a été détruite, reconstruite, réoccupée, etc. Mais depuis la plus haute Antiquité jusqu'à la fin de l'époque du Premier Temple, Megiddo a été habitée. Megiddo était une place forte militaire importante. Ce qui veut dire qu'il y a plus de 20 villes, 20 strates, qui sont superposées les unes au-dessus des autres à Megiddo. Dans les années 30 du siècle dernier, Rockefeller a voulu justement entreprendre des fouilles gigantesques à Megiddo, vu justement l'importance qu'elle avait pour l'archéologie d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle il a fait creuser au centre du tel une grande tranchée qu'on peut encore voir, qui coupait le tel comme on aurait coupé un gâteau, si vous voulez, du haut en bas, depuis le sommet jusqu'au sol vierge, selon le principe donc de Surflinder-Petrie que nous avons vu, donc pour pouvoir justement voir l'empilement des strates. Les ambitions de Rockefeller étaient énormes. Il s'agissait tout simplement d'étudier le tel de Megiddo mètre par mètre et systématiquement à toutes les époques. Bon, on dit que l'appétit vient en mangeant quand on mange un gâteau. Pour ceux qui étaient de Rockefeller, c'était un peu l'inverse qui s'est produit. Plus il fouillait, plus l'appétit lui manquait, parce qu'il s'est rendu compte très vite que toute sa fortune, quelque grande qu'elle soit, serait engloutie dans l'affaire et que le tel n'aurait pas encore été exploré, un dixième du tel n'aurait pas encore été exploré. Finalement, il a abandonné son projet complètement farfelu. Mais, si vous voulez, ce qui reste de cette période de Rockefeller, c'est justement cette fameuse tranchée d'exploration. Et cette tranchée d'exploration, elle rend aux archéologues des services éminents, parce que justement, elle a été faite à Megiddo. Ça, au moins, Rockefeller a eu la bonne idée de faire ce travail à Megiddo, de telle sorte que justement, on a une idée de toutes les civilisations, de toutes les cultures qui se sont succédées
non seulement à Megiddo, mais également au moins dans le nord du pays d'Israël. Je dis au moins dans le nord, c'est pas toujours, il n'y a pas toujours faire un synchronisme avec ce qui se passe dans le sud. Mais enfin, dans tout ce qui est là, le nord d'Israël, alors là, on a une idée très précise de ce qui s'est passé. Ça veut dire que rien qu'avec cette tranchée d'exploration de Rockefeller, on peut créer une chronologie relative, à défaut d'une chronologie absolue. Et donc, Megiddo est toujours la référence obligée. Ça veut dire que quand on fouille un site quel qu'il soit, et qu'on trouve dans un endroit un certain type de poterie, on doit pouvoir retrouver ce type de poterie dans une couche de Megiddo. Et alors évidemment, à partir du moment où on a retrouvé une poterie de ce type à Megiddo, on dit, bon ben, ce que j'ai trouvé dans la fouille que j'ai faite, par exemple, je sais pas moi, à Bet-Shan ou bien à Tel Rechov, je sais que donc ce que j'ai trouvé là est contemporain de la couche tant de Megiddo. Or, comme on a à peu près, bon, c'est pas toujours facile, hein, mais enfin, plus ou moins on arrive à dater les différentes couches de Megiddo, donc si vous voulez, ça aide aussi à la datation de ce qu'on peut trouver ailleurs. Éventuellement, les résultats qu'on va trouver ailleurs vont permettre aussi d'affiner la datation d'un certain nombre de couches de Megiddo, donc si vous voulez, il y a une espèce d'enrichissement réciproque des fouilleurs qui se font les uns aussi vis-à-vis des autres. Alors à Megiddo, les 5 premières couches, depuis la couche 1, donc depuis le sommet du tel jusqu'à la couche 5, sont des couches de l'époque israélite. Et plus on descend, évidemment, plus on arrive alors ensuite à l'époque du fer 1, l'époque du bronze moyen, du bronze ancien, du bronze moyen, bronze ancien. Bon. Seulement le problème, si vous voulez, c'est que là, on se retrouve un petit peu plus à Megiddo aussi dans des problèmes autres. Des problèmes qui sont des problèmes techniques tout simplement et tout bêtement. Parce que, bon, quand vous avez, comme par exemple à Jéricho, 8 couches, les unes supposées les unes sur les autres, c'est pas trop compliqué. Vous pouvez facilement descendre, si vous voulez, jusqu'à la couche 8 ou la couche 9. Hein, puisque c'est 9 en fin de compte. Quand vous avez 25 couches, comme c'est le cas à Jéricho, à Megiddo, il y a un autre problème qui se passe. C'est que vous partez, par exemple, du sommet du tel. Voilà. Vous avez votre tel comme ça. Bon. Alors, vous avez vos différentes couches. Bon. Non, 25, hein. Je ne fais pas pour le voir. Vous commencez par, ici, creuser la première couche. C'est rien de plus facile. Toc. Voilà. Vous arrivez comme ça, vous faites l'autre. Bon. Ensuite, vous arrivez à la deuxième. Alors, vous creusez sous la deuxième. Comme ça. Bon. Encore à peu près. Vous arrivez à la troisième, à la quatrième, à la cinquième. Vous voyez ce que ça veut dire? Vous voulez votre cône, si vous voulez, plus vous descendez, plus votre cône d'espace se restreint. Pour des raisons techniques évidentes. C'est pareil quand vous creusez un trou, hein, plus vous descendez bas, plus, si vous voulez, votre trou, l'espace a tendance à se rétrécir parce qu'il faut que vous charriez la terre beaucoup plus haut. Si bien, si vous voulez, que pour trouver les couches inférieures, à Megiddo, c'est extrêmement complexe. C'est extrêmement difficile, techniquement parlant, parce qu'il faut brouetter, si vous voulez, des tonnes et des tonnes de terre, et non seulement ça, mais en plus de ça, vous saccagez tout ce qui est sur les couches plus hautes. Et parfois, on a mal au cœur, un archéologue se dit, mince, ce que j'ai trouvé, c'est tellement intéressant que ça mérite d'être regardé. Ça me fait un peu mal au cœur de le mettre en l'air pour trouver ce qu'il y a en dessous. Alors on va essayer de creuser à côté, bon, on va creuser à côté, c'est pas facile, etc. Tant et si bien, si vous voulez, que les couches les plus anciennes de Megiddo sont mal fouillées, pour des raisons évidentes. Par contre, ici, pour ce qui est du bronze ancien, on a un phénomène tout à fait intéressant. C'est que, si vous voulez, vous avez des phénomènes d'érosion qui se produisent parfois. Et c'est ce qui se passe ici, justement, vous avez ici toute cette base du tel qui a été marquée par l'érosion. Si bien que, si vous voulez, directement ici, on arrive aux couches les plus basses, c'est-à-dire aux couches du bronze ancien. Et notamment, justement, des tombeaux de l'époque du bronze ancien. Et ça, pour un archéologue, trouver un tombeau, c'est le rêve de sa vie. Hein. Ça, quand on trouve un tombeau, on est heureux comme tout. On fait un peu dans le macabre dans la profession, mais c'est comme ça. Et alors, si vous voulez, là, on a trouvé aussi un type de poterie de l'époque du bronze ancien, qui ressemble finalement à ce qu'on trouve ailleurs, ce qu'on a déjà vu là,
et qui lui alors est peint, alors que la poterie de l'Ophel à Jérusalem est peinte avec des bandes noires, à la peinture noire, là on a des bandes, comment dirais-je, obliques, hein, sur la poterie à la peinture rouge. Ce qui fait qu'on a appelé cette poterie red slip, hein, bande rouge, red slip. Bon, alors ça c'est un autre type de poterie. Maintenant, à quelques kilomètres de Megiddo, on a le site d'Afula. Afula, on a trouvé, alors là, pas vraiment un tel, un site finalement de 2 couches seulement, 2 couches de l'époque du bronze ancien. Et là apparaît donc une poterie tout à fait particulière que l'on va appeler culture d'Israël. Culture d'Israël qui ressemble un petit peu à la culture de Beersheba, avec des coupes tripodes en pierre et en céramique, c'est-à-dire en terre cuite, qui sont souvent aussi recouverts d'un enduit gris, d'où le nom de grey burnished que les archéologues lui donnent. Cette culture d'Afula a aussi cette culture d'Israël plus exactement, a des points communs avec la culture chalcolithique de Chassoul, Tel Chassoul qui se trouve au sud du Kinneret et que nous avons déjà examiné. Donc c'est une continuation manifestement de cette culture-là. Et ça justement ça a des incidences importantes parce que chronologiquement on va placer la culture d'Israël comme étant une des plus anciennes de ces poteries. À quelques kilomètres toujours d'Afula et de Megiddo, donc au sud du lac de Tibériade, on trouve la place de Beth Shan. Beth Shan, c'est jusque dans les années 70, c'était le site qui avait été le plus fouillé après Megiddo. Là aussi, c'était une ville qui était très importante et qui a donc été souvent occupée, moins que Megiddo, mais quand même, c'est un des grands sites archéologiques d'Israël. Et les plus grandes fouilles après celles de Megiddo y ont été conduites. Malheureusement, ça a été fait un peu en dépit du bon sens. C'était donc au début du siècle dernier, à une époque où on faisait un petit peu n'importe quoi. Et là, justement, les fouilleurs ont fait une des blagues qu'il ne faut jamais faire en archéologie. Vous savez qu'on a dit cela, c'est pas quand on a fait une fouille, il faut immédiatement, dans les délais les plus brefs, publier le rapport des fouilles. Le rapport des fouilles avec les schémas de ce qu'on a trouvé, les photos des objets in situ, etc., etc. Bon. Si on ne le fait pas, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a saccagé pour les générations futures de chercheurs, n'est-ce pas, un certain nombre de choses, parce que fouiller, c'est détruire, hein, ça, il n'y a pas de problème, détruire un certain nombre de choses. Par conséquent, il faut absolument léguer aux générations de fouilleurs qui viendront après vous les résultats de ce que vous avez trouvé, qu'ils puissent à peu près avoir une idée de ce que vous avez trouvé avant lui, de façon à ce qu'ils partent de votre point d'arrivée pour aller plus loin, en quelque sorte. Hein. Et donc la règle absolue, c'est que dans l'hiver qui suit la saison de fouilles, les archéologues publient l'essentiel de leurs recherches. Bon. Alors, s'il arrive parfois, ce qui se produit à Beth Shan, c'est que ça n'a pas été fait. Les fouilleurs se disent, bon, on a le temps, etc. Puis finalement, ils sont morts sans avoir eu le temps de publier leurs résultats, ou bien ils sont devenus tellement vieux que c'était comme s'ils étaient morts. Si bien que pour ce qui est des fouilles de Beth Shan, on n'a pas de rapport. On n'a pas de rapport sur les fouilles qui ont été effectuées à cette période-là. Néanmoins, dans les couches 11 et 12 ont été trouvées des poteries de l'époque du Bronze ancien. Et ces poteries ressemblent justement à la culture d'Israël et appartiennent à la culture d'Israël. Ça veut dire qu'il y a une parenté très nette entre les poteries que l'on a trouvées à Afula et celles que l'on a trouvées à Beth Shan. Ce qui montre que là, on a une même entité culturelle. Plus loin, non loin de là, dans les contreforts de la Samarie, on a le site de Tel El-Farah Nord. Il y a 2 Tel El-Farah, Tel Farah Nord et Tel El-Farah Sud. Tel El-Farah Nord a été assimilé par le père Roland Deveau
avec la Tirtsa biblique. Tirtsa, qui a été une des premières capitales du royaume du Nord après le schisme de Jéroboam. Et dans cet endroit, on a aussi identifié une couche du Bronze Ancien extrêmement importante et une culture aussi des poteries qui appartiennent à la culture d'Israël que l'on a trouvée dans les deux autres sites que nous avons évoqués. Alors on retrouve aussi le Red Slip, on retrouve le Brain Painted, semblable à celui qu'on a dans l'Ophel, et aussi le Red Burnished, c'est un type nouveau qu'on trouve que dans cet endroit-là. Dans les années 60, le professeur Yohanan Aharoni et Madame Ruth Amiran, conservatrice du musée d'Israël, ont fouillé la ville d'Arad. Arad, dans le Negev, non loin de Beersheva, à l'est de Beersheva, était un site qui est souvent évoqué dans la Bible. Lorsque les Israélites ont voulu pénétrer dans le pays d'Israël, ils se sont heurtés au roi d'Arad cananéen. C'est au moment du rapport des espions, du rapport désastreux des espions. Et finalement, il y avait là, semble-t-il, on aura l'occasion d'y revenir, une ligne de fortification cananéenne très importante, dont Arad était un des points d'appui essentiels. Mais à l'époque du Bronze Ancien, le professeur Aharoni a découvert justement une des plus importantes villes d'Israël qui date de l'époque du Bronze Ancien. On aura l'occasion d'y revenir. Et là, on a trouvé aussi donc des armes et une céramique très riche. Une céramique qui est particulière, qui est un peu différente de celle qu'on trouve dans le nord du pays, parce que justement, là, il y a une autre influence qui jouait. Et notamment, justement, toute une série de danses qui servaient justement à transporter des poteries. Et alors, il y a un développement très important des anses à Arad, qui vont d'un modèle très simple, qui se présente à peu près comme ça. Voilà, donc ici ça. Donc on avait chaque côté, ça servait à soulever la jarre. Puis il y a des petites fantaisies comme ça, on fait des fantaisies, c'est plus joli quand même, quoi. Bon, à la main, c'est toujours des poteries qui sont faites à la main, sans tout. Puis petit à petit, l'anse devient de plus en plus petite, jusqu'à devenir vestigiale, c'est-à-dire finalement être là uniquement pour la décoration et n'a plus d'utilité pour transporter l'objet. Hein. Alors donc, le professeur Aharoni, Madame Amiran, qui est une grande spécialiste de la poterie, qui est la spécialiste de la poterie du pays d'Israël, a pensé qu'il y avait donc, on pouvait classer ces anses par ordre chronologique. Les plus simples étant les plus anciennes et les plus complexes, les plus raffinées étant les plus récentes, si vous voulez. Donc ici, il y a toute une chronologie que l'on peut faire de Arad de cette période-là déjà. Donc il y a finalement, d'après Madame Amiran, alors il y a donc 4 époques de développement de ce type danse, ce qu'elle appelle pleine, c'est-à-dire entière, hein. Fend indented, ça veut dire fait à la main, donc au pouce, avec le pouce. Donc, si vous voulez, on a fait ces espèces de dentition là avec le pouce. Hein. Ensuite, pushed up, c'est-à-dire poussé par le haut, c'est-à-dire dans le sens inverse, et puis vestigial. Alors, il y a donc 4 périodes de développement de cette poterie à l'époque du Bronze Ancien. Maintenant, il y a un autre problème qui intervient en ce qui concerne la poterie. Là, on a à peu près, si vous voulez, la poterie locale dans son ensemble. Mais il y a aussi un autre aspect, si vous voulez, c'est qu'il y a des importations égyptiennes. Des poteries qui sont d'origine égyptienne et qui coexistent avec ces différents types de poteries. Et notamment en Égypte, à cette période-là, qui est la période de l'Ancien Empire, il y a une poterie tout à fait caractéristique qu'on appelle la poterie d'Abydos, du nom du site où vraisemblablement ce type de poterie a été fabriqué. La poterie d'Abydos, c'est une poterie très élégante, très belle, déjà à cette période reculée de l'histoire, et qui date des premières dynasties égyptiennes. Ça veut dire à peu près de, disons, 2900 avant Jésus-Christ, à peu près. Et le fait que, justement, qu'on trouve des poteries d'Abydos dans la plaine d'Israël,
qui coexiste avec les poteries du type d'Israël que nous avons trouvées tout à l'heure à Afula, à Beth-Shan et à Megiddo, montre justement que cette poterie d'Israël était contemporaine de la poterie d'Abydos. Alors, la poterie d'Abydos, on sait par l'archéologie égyptienne qu'elle apparaît donc avec la première dynastie et qu'elle se continue par la suite. Alors, si vous voulez, nous avons une indication chronologique. Quand nous trouvons, par exemple, des poteries de type divers avec de la poterie d'Abydos, ça ne veut pas dire obligatoirement que ces poteries remontent à 2900 avant Jésus. Ça veut dire on ne peut pas remonter plus haut, ça ne va pas au-delà, mais comme pendant tout l'Ancien Empire, les Égyptiens ont continué à exporter de chez eux de la poterie d'Abydos, on n'est pas beaucoup plus avancé quand on trouve de la poterie d'Abydos, finalement. Simplement, on sait qu'on a une date butoir vers le haut, quoi. Bon. Alors, maintenant, la poterie d'Abydos a un peu évolué aussi dans l'histoire, si bien qu'on peut quand même avoir une certaine approximation et avoir à peu près donc une fourchette qui nous permet de dire, bon, à peu près, mais c'est problématique, ça c'est tous les problèmes justement qui sont confrontés avec l'interprétation des poteries. Alors voyez-vous, l'interprétation des poteries sur le plan théorique c'est facile, dans la pratique, bon, hein, c'est un petit peu plus compliqué. En fait, si vous voulez, Miss Kenyon a préféré distinguer une période qu'elle appelle période intermédiaire entre l'époque chalcolithique et l'époque du Bronze Ancien. Et si vous lisez les ouvrages de Miss Kenyon, par exemple Digging Up Jericho, Beginning in Archaeology, ou bien ses rapports de fouilles sur Jérusalem, etc., Miss Kenyon parle de ce qu'elle appelle la première période, période proto-urbaine, c'est-à-dire avant l'urbanisation. Pourquoi ? Parce qu'après cette période, qui est la période justement de la poterie d'Israël, eh bien, il y a urbanisation du pays sur une grande échelle. Donc, si vous voulez, c'est pour elle une période intermédiaire. Et Miss Kenyon met cette période qu'elle appelle proto-urbaine en relation avec ce que les assyriologues appellent l'époque proto-littérée en Mésopotamie. Si on fait un synchronisme, c'est la période, si vous voulez, sumérienne ancienne en Mésopotamie, la période où l'écriture commence à apparaître, mais elle n'est pas encore pleinement élaborée. Là, on a une écriture encore embryonnaire, d'où justement le nom que lui donnent les assyriologues, période proto-littérée. Alors pour Miss Kenyon, la période proto-urbaine en Israël correspondrait à cette période. Et elle correspondrait aussi à l'époque prédynastique égyptienne, c'est-à-dire justement cette période qui va de 2200 à 2900, attendez, pardon, 3200 à 2900 avant Jésus-Christ en Égypte, et qui est l'époque prédynastique de l'Égypte. Hein, ça dépend évidemment de la chronologie qu'on prend. Bon, ben là, c'est sûr que là, on est quand même dans des approximations quand même qui ne sont pas d'une précision extraordinaire. Maintenant, quelle est finalement la poterie caractéristique de cette première période? Cette période que la plupart des archéologues appellent époque du bronze ancien 1 et que Miss Kenyon va appeler époque proto-urbaine. Hein. Elle va réserver le nom de bronze moyen 1 à ce que les autres archéologues appellent bronze moyen 2. Alors vous voyez, ça simplifie évidemment l'étude. Quand on étudie chaque archéologue pratiquement, enfin pas chaque quand même, enfin disons, différents archéologues ont leur propre système de désignation, leur propre nomenclature et terminologie. Il ne faut pas confondre. Alors, quelle est la poterie la plus ancienne? Finalement, dit Miss Kenyon, c'est le wet slip de l'Ophel à Jérusalem. Hein. Et ce n'est qu'apparaît. Alors, ensuite, nous avons apparition de la culture d'Israël, contemporaine donc de la poterie d'Abydos, c'est-à-dire
de l'apparition des premières dynasties égyptiennes. Hein. Et puis ensuite, on a le troisième type de poterie, Greenwash, red burnished. Bon, si bien que là, on peut établir une chronologie absolue, finalement, on pense que c'est une chronologie absolue. Et alors, on a une première période à l'époque du Bronze Ancien, que l'on va appeler, selon les uns, donc, période proto-urbaine ou période du Bronze Ancien I. Alors, là, l'expression période proto-urbaine est peu usitée. Elle est essentiellement employée par Miskenion. La plupart des archéologues jusqu'à nos jours parlent de Bronze Moyen I. Cette période, donc, qui correspond, comme nous l'avons vu, à la période qui va de 3200-3100 jusqu'à 2900 avant Jésus-Christ, est la période proto-littérée en Mésopotamie et la période prédynastique en Égypte. C'est-à-dire que nous sommes vraiment ici à la charnière entre l'époque préhistorique et l'époque proprement historique. Bon. Ensuite, apparaît... Alors, cette période est elle-même divisée en trois. Donc, Bronze Moyen I, A, qui correspond donc à la culture de l'Ophel. Bronze Moyen I, II, qui correspond donc à la culture d'Israël, donc, et en même temps à la poterie d'Abydos, égyptienne. Et enfin, le Bronze Moyen I, C, qui correspond aux autres types de poterie que l'on a trouvés à Jéricho, à Beth-Yérach et dans d'autres endroits. Donc voilà, ici, grâce de cette manière-là, on peut construire une chronologie. À partir de là, on a un Bronze Moyen II. Bronze Moyen II qui va de 2900 à 2650 environ. Ensuite, on a un Bronze Moyen III, 2650 à 2350. Alors, bon, quels sont les critères pour déterminer justement ces sous-classifications? C'est justement les poteries. C'est par les poteries qu'on arrive à définir ces choses-là. Alors, tout ça, c'est quand même un peu artificiel, il faut bien le dire. C'est un peu artificiel parce que, d'abord, c'est très approximatif. Et puis, deuxièmement, parce qu'il y a un chevauchement des cultures. On aura certains types de poteries qui vont durer plus longtemps dans certains endroits que dans certains autres. On va avoir une continuité des poteries qui vont se poursuivre, par exemple la poterie d'Abydos, qui commence donc en 2900 avant Jésus-Christ et qui se poursuit jusqu'à 2000 à peu près. Donc, si vous voulez, bon, c'est quand même, il faut bien le reconnaître ici, un peu artificiel. Mais enfin, pour la commodité, il faut bien quand même avoir des points de repère. Et finalement, on convient, c'est un peu une convention finalement, d'avoir cette classification. Puis ensuite, on a un Bronze Moyen 4. Alors là, c'est pareil. On a un Bronze Moyen 4 pour les uns et un Bronze Moyen 3B pour les autres. Ça veut dire qu'ils ne voient pas entre le Bronze Ancien 3 et le Bronze Ancien 4, ils ne voient pas une coupure radicale. Ils voient une continuation avec l'apparition de nouveaux types de poteries. Bon, c'est vrai que dans certains endroits, c'est comme ça. Dans certains endroits, la coupure est plus radicale. Alors, selon qu'un archéologue a fouillé un site où il a voulu trouver une coupure radicale, ou un autre qui a fouillé à côté un site qui avait une continuité plus grande, bon, ils vont discuter, ils vont se chamailler sur la terminologie. Alors, si vous voulez, cette dernière période correspond à 2004 à 2100, à peu près. Bon, voilà, si vous voulez, grosso modo, la chronologie de cette période-là. Alors, justement, maintenant, Bronze Moyen 2, Bronze Ancien 2. Bronze Ancien 2, à partir de 1900 jusqu'à 2650, enfin bon, disons, oui. Nous avons là, alors, la grande référence, ce sont les poteries d'Abydos. La poterie d'Abydos qui est répandue en grande quantité dans le pays.
Alors vous allez me dire, mais la poterie d'Abydos, elle commence plus tôt, elle termine plus tard. D'accord. Mais si vous voulez, quand on la trouve en grande quantité, alors on est à peu près certain qu'on est dans cette période-là. Parce que la grande période de la poterie d'Abydos, c'est justement 2900-2650. En Égypte, en tout cas, c'est comme ça. Donc on peut penser que dans le pays d'Israël, ça suit à peu près le même. Après, évidemment, on trouve encore cette poterie, mais en nombre nettement plus réduit. Bien. Bronze moyen 3. Alors, on a un nouveau type de poterie qui apparaît à cette époque-là, qui est la poterie de Beth Yerar. Beth Yerar, c'est un site qui est situé aussi aux environs du Kinneret et qui a une origine anatolienne. C'est en Turquie qu'on trouve cette poterie au départ, en Syrie du Nord, et à partir de là, elle s'est répandue dans le nord du pays, dans le nord, donc la région de Beth Yerar, qui est le nord du pays d'Israël. Et cette poterie, elle est assez élégante finalement, et elle est aussi marquée une espèce de pointillé elle est typique, on la reconnaît très facilement. Si vous voulez, voilà en gros comment elle se présente. Voilà. Et alors vous avez des espèces de raies à pointillés qui sont gravés dans l'argile, comme ça, quoi, à peu près. Ça fait des espèces de décorations comme ça, tout autour de la poterie, quoi. Bon, c'est ce qu'on appelle poterie de Beth Yerar. Et ça, c'est aussi une poterie qui a à voir avec des traditions beaucoup plus anciennes, donc et cette fois-ci, pas du tout influence de l'Égypte, parce qu'on est dans le nord du pays, mais ici on est en pleine influence du nord de la région. Ces poteries de Beth Yerar sont faites aussi à la main, et elles peuvent avoir aussi des décorations à la peinture. Bon, on trouve ce type de poterie aussi jusqu'à Jéricho. C'est très intéressant cette période, donc du bronze ancien 3. Et puis, on les trouve aussi à Haï, dans le sanctuaire de Haï. On a aussi ce type de poterie. Et enfin, n'est-ce pas, on a donc le bronze moyen 4, le bronze ancien 4 ou bronze ancien 3B, comme on a vu tout à l'heure, et alors qui est caractérisé par deux types de poterie qu'on trouve à Jéricho et à Haï, justement, à cette période-là, et qui n'apparaissent pas auparavant, qui n'apparaissent pas dans les autres sites. Pourquoi on ne sait pas. On en trouve aussi dans d'autres sites ensuite en Israël, tel le site de Tel Bet Mirsim, qui se trouve beaucoup plus au sud. Et ces poteries vont continuer à être utilisées jusqu'à la fin du bronze ancien, c'est-à-dire jusqu'à 2100 avant Jésus-Christ, où elles vont disparaître. Donc avec la disparition de ces poteries, s'achève le bronze ancien, l'époque du bronze ancien. Bon, voilà si vous voulez pour ce qui est de la céramique. Ça c'est toujours un peu fastidieux, mais on est obligé de se l'envoyer parce que c'est la base justement de toute la chronologie comme nous l'avons vu. Maintenant, voyons les principaux sites et notamment les fortifications du pays d'Israël à cette période du bronze ancien. Alors vous comprenez, quand on a réussi à faire cette classification des poteries, on a une espèce de code de référence. Ça veut dire que si on trouve dans une couche de la poterie de Beth Yerar, on dit tiens, ça c'est ici, je suis à l'époque du bronze ancien 3. Si on trouve de la poterie d'Abydos en grande quantité, on dit tiens, je suis dans une couche, dans des objets qui datent du bronze ancien 2. Bon, si je trouve de la poterie d'Israël ou de la de l'Ophel, c'est très rare, puisqu'on finalement on la trouve pratiquement qu'à Jérusalem, je suis au bronze moyen, au bronze ancien 1, ou l'époque proto-urbaine. D'ailleurs, cette expression période proto-urbaine est assez heureuse, parce qu'effectivement, ce n'est qu'à partir du bronze ancien 2 qu'on voit apparaître une grande quantité de villes. La première période d'urbanisation intense commence avec le bronze ancien 2 en Israël. C'est-à-dire, grosso modo, avec la première dynastie, les premières dynasties d'Égypte ancienne, ça veut dire les dynasties qui ont construit les pyramides. Là, on est contemporain de cette période-là. Avant, il y a des villes, c'est vrai, il y a Jéricho, notamment, mais ce sont des villes qui sont en beaucoup plus petit nombre et beaucoup moins importantes qu'elles ne le sont à cette période-là.
Alors justement, comment se présente justement l'urbanisation du pays d'Israël à cette période? Il est très intéressant de noter que justement cette période, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est aussi une période où on trouve en Israël beaucoup de poterie d'Abydos, ça veut dire de poterie égyptienne. Ça veut dire qu'il y a eu une influence égyptienne très importante dans le pays d'Israël à cette période-là. Mais ce n'est pas seulement, si vous voulez, à partir de la poterie et en abondance qu'on peut conclure de cette manière, mais c'est aussi à partir de, comment dirais-je, d'objets égyptiens eux-mêmes. Et notamment, les anciennes dynasties égyptiennes ont des documents qui montrent, à n'en pas douter, que à cette période-là, il y a eu déjà une influence égyptienne et une occupation égyptienne du pays d'Israël. En quelque sorte, le pays d'Israël est devenu, à la période du Bronze Ancien II, une sorte de colonie ou de province égyptienne. Alors là, il n'y a pas de documents écrits véritablement, mais il y a des documents sur un certain nombre de poteries égyptiennes en particulier. Et nous avons des documents où sont sculptés sur des bas-reliefs égyptiens, des stèles de victoire notamment. On a par exemple un morceau de pierre, un bas-relief d'un temple qui est cassé, mais où on voit très nettement des structures comme à peu près comme celle-là. Il y en a trois. La palette du roi Narmer. Narmer, c'est un des premiers pharaons égyptiens de la première dynastie égyptienne. Et le roi Narmer a été représenté sur un vase en bronze, sur lequel justement il y a des scènes sculptées. Et notamment, il y a deux côtés. Il y a un côté où on voit le roi qui est en train de terrasser ses ennemis. Alors les ennemis sont à genoux et le roi les tient par les cheveux et il s'apprête à les assommer avec un casse-tête. Un casse-tête qu'il tient dans sa main, qui était l'arme essentielle qu'on utilisait à cette période-là. On n'était pas encore à la bombe atomique, alors on utilisait le casse-tête. Bon. Et à côté de ce prisonnier, enfin ces prisonniers, plusieurs prisonniers qui attendent leur tour, il y en a un qui s'apprête à passer une mauvais quart d'heure, on voit sur le sommet deux autres ennemis qui fuient. Deux ennemis du roi qui fuient. Et d'un côté, à côté d'un de ces ennemis, on retrouve à peu près une structure de ce genre, et à côté de l'autre ennemi, on retrouve une autre structure comme ça. Étrange, voilà. Comme ça. Bon, on en a déjà parlé, tout ça déjà à l'époque chalcolithique. Hein. C'est, nous l'avons vu, un enclos pour les animaux. Ça veut dire que les ennemis du roi sont de deux types. Il y a des ennemis qui habitent des villes et des ennemis qui sont des éleveurs de petits bétail, ça veut dire des nomades. Et le roi a terrassé les uns les autres. Les fouilles qui ont été effectuées par le professeur Nelson Gluck dans les années 30, 37 jusqu'à 37, en Transjordanie, ont montré qu'à cette période en Transjordanie, dans ce qui deviendra plus tard les royaumes d'Ammon, de Moab et d'Édom, l'essentiel des populations étaient des populations nomades. Et on trouve de très très nombreux, on en a parlé, de très très nombreuses structures de ce type-là, hein, des murets de pierre sèche, en forme de V comme ça, qui vont vers une structure avec trois tours comme ça. Hein. Ça veut dire que quand il y a eu une alerte et que des pillards venaient pour voler les troupeaux, les bergers précipitaient leurs troupeaux hein, dans un enclos de ce type-là. Donc en leur faisant peur, les brebis venaient comme ça, puis donc comme ça, en se rétrécissant, elles entraient ici dans l'endroit fortifié, on fermait les portes, et à partir des trois tours, on défendait ici les brebis. Hein. Bon, vous avez ça dans l'île de Job, les pillards qui viennent, qui se jettent sur les troupeaux de Job, etc. Bien. On a retrouvé aussi, toujours en Transjordanie, des graffitis
qui montre des scènes justement d'attaque de ce type, où on voit très nettement, alors c'est représenté d'une manière très très grossière, quoi, hein. C'est des graffitis gravés sur le rocher, bon, la structure est comme ça, mais on voit justement les brebis qui rentrent par là, puis les bergers qui leur font peur pour les faire entrer à l'intérieur, quoi. Bon, alors ça c'est typique de la Transjordanie de cette période-là. Maintenant, sur l'autre côté de la palette du roi Narmer, le roi Narmer est représenté sous la forme d'un taureau. Ça, c'est le taureau, c'est le symbole de la force dans l'Antiquité. Et bon, un taureau qui est en train de fouler, d'écraser, de piétiner ses ennemis. Et en dessous, justement, de la scène où le roi est en train de piétiner ses ennemis, on trouve encore cette structure avec un lion à l'intérieur. Alors, on s'est longtemps demandé, bon, là, l'espèce de structure en V qu'on a vu tout à l'heure, là, bon, ça, c'était assez facile à repérer depuis les fouilles du professeur Nelson Gluck, mais ça, qu'est-ce que c'était? Il a fallu attendre justement les fouilles de Yochanan Aharoni et de Ruth Amiran à Arad pour se rendre compte. Parce que justement, on s'est rendu compte que la ville d'Arad, la ville de l'époque du Bronze Ancien 2, hein, avait une muraille tout à fait typique, tout à fait caractéristique. Voilà à peu près comment ça se présentait. Voilà, ça veut dire que, si vous voulez, c'était une muraille avec des redoutes semi-circulaires. Quel était l'avantage de ces structures, si vous voulez, c'est que c'était beaucoup plus facile pour la défense parce que depuis ces tours, en quelque sorte, c'est pas vraiment des tours, mais enfin c'était des redoutes plus exactement, on pouvait croiser les feux. Si un ennemi intervenait, on pouvait croiser les feux. Et on a par exemple aussi à Arad une porte primitive. Une porte primitive qui se présente comme ça. Voilà. Donc, l'entrée comme ça. Bon, on a quelquefois non seulement des tours qui sont semi-circulaires, on peut avoir aussi des tours carrées, ou alors on peut avoir aussi des murailles qui se rejoignent pour former des espèces d'angles morts, si vous voulez, où justement aussi l'ennemi va avoir beaucoup de mal à pénétrer parce que là aussi on va croiser les feux. Donc si vous voulez, c'est déjà une structure de défense extrêmement sophistiquée. Bon, il n'y a pas qu'à Arad qu'on trouve ce type de fortification, on le trouve également à Jéricho. Jéricho donc de l'époque du Bronze Ancien 2, c'est-à-dire la couche 6 et la couche 5. Hein. Or, justement, quand on compare ces structures avec ce que l'on voit sur la palette de Narmer, on se rend compte que finalement la structure qu'on avait vue tout à l'heure, c'est le plan d'une ville. Donc, le pharaon est allé subjuguer ses ennemis en Asie, c'est-à-dire en Israël. Il avait deux types d'ennemis qu'il a vaincus, des pasteurs bédouins, en Transjordanie, et en Cisjordanie, des villes, dont vraisemblablement Arad. Les traces de la destruction de l'Arad de l'époque du Bronze Ancien 2 sont vraisemblablement attribuées au pharaon égyptien. Donc il y a eu ici une période d'urbanisation importante de la Cisjordanie. Et ce n'est pas simplement à Arad que l'on trouve, dans le Negev qu'on trouve ce type de fortification, mais on le trouve aussi à Megiddo, donc beaucoup plus au nord. On le trouve à Jéricho, j'ai dit tout à l'heure. On le trouve à Haï. On le trouve à Chorma, qui est une ville qui est située aussi à quelques distances d'Arad, dont nous avons justement parlé tout à l'heure. Alors, à Arad, la porte principale fait 8 mètres d'épaisseur. On le trouve aussi à Tel El-Farah nord et Tel El-Farah sud, comme on l'a vu tout à l'heure. Et les fouilles ont révélé qu'il y a eu, par exemple à Megiddo, 2 couches qui sont à dater de cette période-là, qui ont été reconstruites les unes après les autres, après que la ville ait été détruite.
Est-ce que justement il faut attribuer cette destruction au pharaon Narmer? C'est bien possible. Il est possible que le pharaon Narmer ait pu pénétrer jusqu'à Megiddo. C'était d'ailleurs assez logique qu'il tente de le faire, dans la mesure où il tentait aussi déjà à cette période-là de contrôler et la route de la mer, c'est-à-dire la Cisjordanie, et la route du roi, c'est-à-dire la Transjordanie, le pays des Bédouins dont nous avons parlé tout à l'heure. Bon, voilà, ça c'est donc... je crois qu'on a fini notre temps. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus? Pas commencer un autre chapitre sur les armes, ça nous entraînerait trop loin. On verra la prochaine fois. Est-ce que vous avez des questions? Je n'ai pas parlé du bronze moyen encore. Le bronze moyen, c'est bien après. Quand vous avez donné la datation, vous avez dit bronze Oui, moyen. je suis trompé, c'est un lapsus. On est dans le bronze ancien. Donc, si vous voulez, au point de vue bronze ancien, il y a bronze ancien 1, qui est la période proto-urbaine. Bronze ancien 2, contemporain de l'époque des premières dynasties d'Égypte, période d'urbanisation, période de grande prolifération en Israël de la poterie d'Abydos. Bronze ancien 3, poterie de Beth Yerach, et puis bronze ancien 4 ou 3B, selon la nomenclature, qui est la fin de la période, avec essentiellement une poterie spéciale qui apparaît à Jéricho et à Haï. Voilà. Voilà grosso modo comment se développe la chronologie de cette période-là, avec 3 sous-divisions pour ce qui est de l'époque du bronze ancien 1, donc la période Ophel, première chose, période ensuite de la poterie d'Israël qui est contemporaine de l'apparition des premières poteries d'Abydos, c'est-à-dire de l'époque prédynastique égyptienne, et puis ensuite l'autre poterie de cette période-là qu'on trouve à justement Jéricho, à Haï, à Afula et tout ça. Alors, vous voyez, c'est ça, l'archéologie, c'est de pouvoir reconnaître ça du premier coup d'œil, quoi. Bon, plus rien. Oui. Oui, c'est la partie ouest du pays, quoi, au-delà du Jourdain. Parce qu'il correspond à Israël aujourd'hui, quoi. Parce que finalement, le pays d'Israël, c'est la Cisjordanie et la Transjordanie. Et la Transjordanie avec? Ben oui. La frontière n'est que politique. La frontière aujourd'hui n'est que politique, mais finalement tout ça c'est une même et seule entité. Les tribus d'Israël ont occupé la Transjordanie aussi, quand elles sont arrivées. Et depuis les aurores les plus reculées, c'est la preuve ici. Juste pour redéfinir où les extrémités de la Transjordanie du royaume d'Israël à l'époque, ça n'appelait où? Eh bien, le royaume d'Israël s'est étendu jusqu'à Damas, à l'époque de David et de Salomon. Et ensuite, il atteignit Akaba. Et là, Takaba, quoi. C'était donc toutes les crêtes que l'on suit. Ah ben, t'es pas encore allé. Mais si tu veux, quand on part depuis le Golan, quoi. Le Golan, c'est déjà la Transjordanie. C'est le Bashan biblique. Le pays qui a été pris sur Og, le roi de Bashan. Et là, on suit ensuite, quand on arrive à hauteur de Dirbid, c'est-à-dire quand on arrive dans le désert après Beth-Shan, on est en face du Gilad, c'est-à-dire le pays de Ménaché, de la demi-tribu de Ménaché, de la tribu de Gad, enfin surtout de la demi-tribu de Ménaché finalement. Ensuite, quand on arrive à hauteur de Jéricho, on attrape les monts de Moab. On continue à descendre vers Eilat par la vallée de la Rava, etc., le sud de la mer Morte. Et là, alors le pays d'Amon est plus haut, c'est la région de... quand on est à peu près au niveau du pont d'Adam. Et puis alors, quand on descend ensuite vers Eilat, on arrive aux montagnes des Dômes. Donc on suit toute la chaîne des montagnes. Toute cette chaîne de montagnes était israélite, à l'époque classique, quoi. Bien, bon, on va rester là pour ce soir.